les efforts n'ont pas donné de résultats, ils ont quand même mis en place, en tout cas, une porte de sortie pour Israël. Le jour où Israël va vouloir utiliser cette porte de sortie, elle est là. Je crois qu'elle est là parce que Tony Blair disait exactement la même chose, l'envoyé du quartet. Il n'y aura pas de solution, il n'y aura pas de cessez-le-feu dans la bande de Gaza sans un contrôle serré des approvisionnements en armes de la bande de Gaza. Et il va falloir absolument sécuriser cette frontière d'une façon ou d'une autre. Nicolas Sarkozy a convaincu Hosni Moubarak de ça, tant mieux. Reste à savoir quelle est la réponse du Hamas, je dirais, à cette situation-là. Hamas qui exige, lui, une ouverture fondée, tout à fait justifiée aussi, des points de passage qu'Israël n'a jamais reconnus et respectés pendant la trêve. On va regarder que cette guerre, car évidemment c'en est une, elle est meurtrière, provoque des réactions en effet à travers le monde avec des défilés importants dans différentes capitales. On voit ici des défilés qui ont eu lieu à Paris en soutien donc au peuple palestinien. Moi, j'ai envie de vous demander, pendant que l'on voit ces images, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Est-ce qu'il peut y avoir, notamment que vous en pensez, une issue rapide à ce conflit? Est-ce que c'est au fond le point le plus bas de cette crise et derrière ça, il peut y avoir de l'espoir? Écoutez, moi je suis assez pessimiste, je dois dire, parce que je pense que les 15 jours d'opération israélienne n'ont pas, à part la mort de beaucoup de civils et la destruction des infrastructures de Gaza, Israël n'a pas atteint ses objectifs qui est de casser le Hamas. Je veux dire, un cessez-le-feu aujourd'hui qui reconnaît, du point de vue israélien, qui reconnaîtrait la présence du Hamas et la pérennité du Hamas, me semble quelque chose qui serait une catastrophe pour les dirigeants israéliens, qui amènerait sans doute aussi une défaite majeure de Barak et de Tzipi Livni aux prochaines élections. Donc je ne pense pas du tout qu'on est à la veille d'un arrêt, je pense plutôt qu'on est à la veille d'une opération de grande envergure. Je voudrais dire un mot sur la sécurisation de la frontière, parce que c'est un argument assez étonnant. Il y a un cessez-le-feu entre deux belligérants qui sont Israël et le Hamas. Personne n'a demandé qu'on arrête les livraisons d'armes à Israël en disant il y a une situation de guerre. Le problème, la cause du conflit, c'est la guerre. C'est pas le fait que l'une des parties s'arme, que la partie la plus faible s'arme. Je veux dire, ça a l'air d'être le centre de négociation, mais je veux dire qu'Israël s'arme, c'est aussi un problème. On répondra qu'Israël est un État démocratique, oui, même si le Hamas a été élu par les urnes. Le Hamas a été élu démocratiquement, et encore une fois, je veux dire, la cause de tout ça, c'est la non-solution des problèmes politiques. Et je veux dire, quels que soient les cessez-le-feu provisoires, et c'est un peu ce que le Hamas dit, nous ne voulons pas un cessez-le-feu permanent. Pourquoi? Parce que le cessez-le-feu permanent, ça veut dire la reconnaissance de l'occupation. Voilà. Effectivement, lorsqu'on entend cet argument, il faut se souvenir que dans un mois tout juste, il y a des élections générales en Israël. Qui va sortir vainqueur politiquement de ce conflit, de cette guerre? Dites-moi d'abord l'issue de la guerre, et je vous réponds de façon responsable à la question. Je ne crois pas qu'on puisse avoir des analyses. Mais aucun leader politique ne dit qu'il faut arrêter la guerre actuellement. Si vous voulez des équations rapides, si du point de vue de l'écriture de cette guerre, parce que faisons la distinction entre la façon dont les guerres se déroulent et la façon dont elles s'inscrivent, et tout de suite, à moyen terme et à long terme. Si il y a 4 semaines qui séparent le jour du scrutin en Israël, si pendant ces 4 semaines il y a une écriture, un aperçu de cette guerre-là, comme si elle a effectivement rapporté et les objectifs que les gouvernements s'est fixés, le gouvernement, c'est-à-dire, pour l'instant, c'est Barak, Livni et Olmert dans un même sac, encore qu'ils représentent trois partis différents, enfin, 2 partis différents, avec le Likoud de Netanyahou, donné gagnant avant les scrutins, qui est toujours donné probablement les grands vainqueurs des élections de 10 février. Mais une réponse responsable, c'est uniquement par rapport à ce que vous avez posé comme question tout à l'heure, c'est-à-dire jusqu'où ça peut aller et quelle sera l'issue. Moi, je suis d'accord avec la dernière phrase d'Alain Grèche, disant que bien sûr, l'écriture et la lecture de tout ça est politique. N'empêche que je suis moins d'accord avec ce que vous venez de dire juste avant, c'est-à-dire d'isoler la question de cessez-le-feu et l'empêchement des livraisons d'armement au Hamas, tandis que personne n'appelle effectivement à ce qu'Israël soit coupé de ses ravitaillements d'armes. C'est quand même prendre une petite tranche de cet énorme conflit issu des tragédies des 2 peuples et tout ça, et des erreurs accumulées de tout le monde, de tout parti et de la communauté internationale avec son impuissance, et donc et de pointer sur un élément quand même un peu
quasi provocateur, Alain. Non, mais c'est pas moi qui pointe sur la frontière entre Gaza et l'Égypte. Aujourd'hui, tout se fait sur Gaza et l'Égypte. Si on veut pointer sur les fondamentaux du conflit, c'est-à-dire la question de la paix, ça fait 4 ans que l'OLP, l'autorité palestinienne et Mahmoud Abbas négocient directement en dehors du Hamas avec Israël. Ça fait 4 ans qu'ils n'ont rien obtenu. Ce n'est pas le Hamas qui empêche qu'on obtienne un accord, c'est le refus israélien. Il n'y a pas de partenaire israélien pour la paix. C'est ça qui est la cause du conflit. Et après, on pourra faire tous les cessez-le-feu au monde. S'il n'y a pas une solution, il y aura une guerre. Et cette guerre, ce sera avant la prochaine. Oui, mais vous oubliez tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc du peuple palestinien, avec la rupture, avec la guerre fratricide, ce qui complique, ça n'explique pas tout, ça n'explique pas tout et ça n'explique pas surtout l'élément comme si on n'a pas aidé effectivement Mahmoud Abbas dans ce qui devait être l'intérêt d'Israël et de l'Occident. Voilà. Je voudrais que les autres confrères puissent s'exprimer. C'est jusqu'à quand? Est-ce que les questions, c'est vraiment jusqu'à 10 février, ils vont tout arrêter pour, disons comme ça, pour prouver, pour préparer le terrain pour ces élections? C'est ça les questions en fait. Est-ce que le 10 février, c'est la date majeure pour cesser le feu? Ils s'arrêteront avant. Voilà, c'est ça, 24 heures, 20 janvier, quand Barak va arriver au pouvoir. Cette guerre ne s'arrête pas parce que personne en ce moment n'a intérêt à ce qu'elle s'arrête. Sauf les civils qui reçoivent évidemment, mais bon, c'est pas eux qui ont le droit de parole là-dedans. Le Hamas n'a pas intérêt à ce que ça s'arrête en ce moment, de toute évidence, parce qu'il veut desserrer les taux sur Gaza, objectif à mon avis tout à fait fondé. Et tant qu'il n'aura pas atteint ça, la guerre va se poursuivre du côté du Hamas. Israël, c'est beaucoup moins clair. C'est beaucoup moins clair. L'objectif d'Israël, je dirais, dans cette guerre est beaucoup moins clair. De quoi s'agit-il? Il s'agit-il de démontrer la force de l'armée israélienne qui a été, dont la réputation a été détruite un peu au Liban? Si c'est ça, c'est fait. C'est fait. Bon, mais visiblement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas que ça. Et la campagne électorale se mêle de cette affaire. Donc, personne n'a intérêt à ça. Une possibilité, évidemment, l'arrivée d'Obama dans le décor, qui peut... Vous connaissez bien les États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un changement de ton? On peut dire, sans faire de polémique, que la diplomatie américaine est presque inconditionnelle sur la politique israélienne. Ça a été la diplomatie pendant 8 ans de Est-ce qu'il peut y avoir une inflexion? De toute évidence. En ce moment, en tout cas, écoutez, quand on lit ce qui s'écrit dans les think tanks américains aujourd'hui à Washington, les pressions sont très fortes sur Obama pour qu'on change, je dirais, le paradigme. Le grand politologue américain Walter Russell Mead parle de révolution copernicienne. Il faut remettre certaines choses au centre. Il faut remettre la Palestine notamment, et pas seulement Israël, la Palestine au centre de la politique américaine, sans nier l'alliance stratégique et intouchable des États-Unis avec Israël. De toute façon, ce qui est très très bien, c'est qu'il attaque ce problème, enfin il dit en tout cas qu'il va attaquer ce problème de front dès le premier jour. Ouais. C'est ça qui est déjà énorme. Et il faut aussi rappeler que c'est son prédécesseur qui s'en va maintenant, Bush, qui a énormément favorisé par différentes manœuvres l'arrivée du Hamas au pouvoir en 2006. Malgré lui, c'était pas son intention. Non, c'était mais une des erreurs, de multiples erreurs de la diplomatie et de la politique américaine. En négociant pas avec le Fatah alors que c'est encore possible. Et d'autre part, il faut aussi rappeler que quand même c'est l'évidence, mais on ne négocie jamais avec ses amis, on négocie avec ses ennemis. Et quand on a commencé en Norvège en 92 à faire les rapprochements entre l'OLP à l'époque et les Israéliens, l'OLP avait aussi dans sa charte des choses qui n'étaient pas... En même temps, il y a tellement de cartes qui vont changer d'ici 2 ou 3 semaines à peine. Il y a Barack Obama qui va arriver dans le décor, il y a le mandat de Mahmoud Abbas qui se termine en janvier, et il y a des élections israéliennes. Si Netanyahou est élu, on change de paradigme complètement. Donc, l'arrivée d'Obama, quoi qu'il arrive, est capitale, ne serait-ce que parce que l'élan d'espoir partout. Là, on se cristallise autour des conflits proche-orientaux. Mais pour l'instant, le parcours d'Obama entre sa victoire en novembre et son arrivée au pouvoir dans 10 jours est quand même impeccable. Même il y a quelques heures, quand il s'exprimait sur une grande chaîne américaine, il a dit non seulement qu'il va s'occuper bien évidemment de la crise à Gaza tout de suite,
pas le 21 au matin, comme a dit Julien Brune dans son édito, mais les 20 au soir. Mais il a dit, très sagement, à mon avis, pas uniquement du conflit ponctuel immédiat, mais des aspects plus larges. Alors que ces deux prédécesseurs s'en sont beaucoup occupés à la fin de leur deuxième mandat. N'oubliez pas que dans son administration, il aura comme comme secrétaire d'État, et Mme Clinton, qui, elle aussi, est entourée par des équipes